pendant qu'elle faisait ses valises pour un soi-disant voyage entre filles, elle a dit « Relation libre ou c'est fini ». J'ai répondu « Pas de problème ». Ensuite, j'ai résilié le bail, rendu la bague et transféré mes économies sur mon propre compte. Je m'appelle Julien. J'ai 33 ans et je travaille dans l'analyse de l'immobilier commercial. Je vis à Paris, et ma vie est régie par des calendriers, des feuilles de calcul et la routine, de longues journées de travail, des entraînements matinaux, des nuits tranquilles. Je n'improvise pas les grandes décisions, je les planifie. Ma petite amie s'appelait Émilie. Elle a 30 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans et vivions ensemble depuis 14 mois dans un appartement en location près du centre-ville. Nous partagions le bail, mais le compte d'épargne était commun et nous avions choisi une bague, mais ne l'avions pas encore annoncée. De l'extérieur, nous semblions installés. Émilie aimait se décrire comme spontanée. En réalité, elle aimait avoir le dessus. Elle repoussait les limites, observait les réactions, puis qualifiait toute résistance d'insécurité. Son ton par défaut était sec, surtout lorsqu'elle estimait avoir droit à un accord. J'ai ignoré cela plus longtemps que je n'aurais dû. Le voyage entre filles était en discussion depuis des semaines, une destination à la plage, une maison louée, une discussion de groupe qui ne cessait de vibrer. Je ne me suis pas opposé. Je ne le fais jamais. Je fais confiance au comportement, pas aux promesses. Le changement est survenu pendant qu'elle faisait ses valises. J'étais à la table de la cuisine en train d'examiner des chiffres quand elle est sortie de la chambre, tenant des maillots de bain et riant dans son téléphone. Elle a jeté un tas sur le comptoir et a dit qu'elle avait réfléchi. Ce ton signifiait toujours qu'elle avait déjà décidé quelque chose. Elle a dit qu'elle ne voulait plus se sentir limitée, que les voyages changeaient les gens, qu'elle voulait la liberté sans les conséquences. Puis elle l'a dit clairement, soit nous ouvrons la relation pendant son absence, soit c'est fini. Elle l'a dit nonchalamment, comme si elle demandait ce que nous devrions commander pour le dîner. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas posé de questions de suivi. Je n'ai pas demandé « qui ?» Je l'ai juste regardé et j'ai dit « pas de problème ». Elle a souri comme si elle pensait avoir gagné. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que je n'acceptais pas ses conditions, j'acceptais la fin. Elle a continué à faire ses valises après cela comme si de rien n'était, fredonnant, jetant des robes dans la valise, parlant des heures de vol et de la possibilité de prolonger le voyage si elle s'amusait. Toutes les quelques minutes, elle me jetait un coup d'œil, s'attendant clairement à quelque chose, une question, une réaction, de la jalousie, n'importe quoi. Je ne lui ai rien donné de tout cela. Quand elle a finalement remarqué que le silence était permanent, elle m'a demandé si j'étais vraiment d'accord avec ça. J'ai dit « oui, absolument ». Cela a semblé la dérouter plus que la colère ne l'aurait fait. Elle a demandé si je voulais établir des règles, des limites, une communication, des attentes. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. C'est à ce moment-là que le ton sec est apparu. Elle a souri d'un air suffisant et a dit « Tu vois, c'est pour ça que je t'aime. Tu n'es pas contrôlant comme les autres mecs. » Elle a dit que la plupart des hommes paniqueraient, mais que j'étais assez mature pour gérer la réalité. Elle a dit que cela nous rendrait plus forts. J'ai hoché la tête et je suis retourné à mon ordinateur portable. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais déjà passé en mode logistique. Quand quelqu'un vous donne un ultimatum qui implique de manquer de respect au fondement de votre relation, la partie émotionnelle est déjà terminée. Il ne reste que l'exécution. Le lendemain matin, pendant qu'elle était sortie se faire les ongles pour le voyage, j'ai appelé l'agence immobilière, j'ai posé des questions sur les clauses de résiliation anticipée, les frais de résiliation anticipés en euros, les périodes de préavis. J'ai consulté notre compte d'épargne commun et j'ai vérifié le solde. J'ai examiné la politique de retour de la bague. Toutes des étapes ennuyeuses et non romantiques qui prenaient soudainement beaucoup d'importance. Quand elle est revenue, elle était radieuse. Nouveaux ongles, nouvelle énergie. Elle m'a dit qu'une de ses amies pourrait ramener un gars à la maison et a plaisanté en disant qu'elle espérait que je ne serais pas jaloux si elle le faisait aussi. Elle l'a dit comme un test. Je lui ai dit de s'amuser et j'ai demandé à nouveau à quelle heure était son vol. Cette nuit-là, elle a emballé ses dernières affaires pour le voyage. J'ai emballé quelque chose aussi. Pas une valise, mais des documents, des mots de passe, une liste de contrôle. Elle s'est endormie en souriant, convaincue qu'elle venait d'élargir ses options sans perdre sa sécurité. Je suis resté éveillé à côté d'elle, vivant déjà dans une version différente de ma vie.
Elle pensait que la relation libre commençait quand elle montait dans l'avion. En réalité, elle a commencé au moment où elle m'a donné l'ultimatum. Le matin de son vol, je me suis réveillé avant elle, non pas par nervosité, mais par habitude. J'ai fait du café, je me suis assis à table et j'ai commencé à déplacer de l'argent. Notre compte d'épargne commun avait été présenté comme un symbole de confiance. En réalité, j'y avais contribué à environ 80%. J'ai transféré ma part en euros sur un nouveau compte à mon nom uniquement. Propre, légal, sans drame. J'ai laissé sa part intacte. Ensuite, il y avait la bague. Nous l'avions achetée ensemble. Techniquement, elle l'avait choisie. Je l'avais payée. Elle était au fond de ma commode dans sa boîte, attendant un moment futur parfait qui n'existait soudainement plus. Je l'ai remise dans le sac d'origine avec le reçu. Quand elle s'est réveillée, elle était pleine d'excitation, courant dans l'appartement à moitié habillée, vérifiant les chargeurs, les passeports, le baume à lèvres. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Ne m'attends pas ». Puis elle a ri et a ajouté « Sauf si tu sors aussi ». J'ai souri et lui ai dit de faire un excellent voyage. Elle est partie 1 heure plus tard, sa valise roulant derrière elle, complètement inconsciente que la version de moi qu'elle s'attendait à retrouver n'existait plus. À la seconde où la porte s'est fermée, je me suis mis au travail. J'ai envoyé un avis écrit à l'agence immobilière, j'ai payé les frais de résiliation anticipés. Cher, oui, mais moins cher que de rester lié à quelqu'un qui traitait l'engagement comme un inconvénient. J'ai programmé des déménageurs pour la semaine suivante. J'ai fait suivre mon courrier. J'ai changé les mots de passe de tout ce qui comptait. Cet après-midi-là, j'ai rendu la bague. Le vendeur a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui et je le pensais. Au moment où son avion a décollé, notre relation était déjà fonctionnellement terminée. Elle n'avait tout simplement pas encore reçu la notification. Ce soir-là, elle m'a envoyé un texto de l'aéroport, disant que je lui manquais déjà, a envoyé un selfie avec ses amis, m'a dit que cela allait être bon pour nous. J'ai répondu avec un emoji cœur, non pas parce que je jouais à des jeux, mais parce qu'il ne servait à rien d'expliquer quelque chose qu'elle ne comprendrait qu'une fois que ce serait fait. Elle pensait que la relation libre signifiait la liberté. Ce que cela signifiait vraiment, c'est que j'étais enfin libre aussi. La première fissure dans sa confiance est apparue 2 jours après le début du voyage. Elle m'a envoyé un texto tard dans la nuit en disant que l'endroit était incroyable, mais que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais occupé par le travail et que je réglais certaines choses. C'était vrai, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Le lendemain matin, elle a demandé pourquoi l'application de notre compte d'épargne commun affichait un solde inférieur. Son message était formulé comme une curiosité désinvolte, mais je pouvais voir la tension sous-jacente. J'ai répondu que j'avais déplacé ma part sur mon propre compte. Je l'ai dit clairement, comme si c'était un ajustement de routine. Je n'ai pas attendu la réponse. J'ai bloqué son numéro, puis les applications de messagerie, puis les réseaux sociaux. Partout où elle pouvait me joindre directement, j'ai fermé la porte, non pas par colère, mais par clarté. Cette conversation n'allait pas s'améliorer avec plus de mots. Le silence qui a suivi a été immédiat et perceptible. Pas de téléphone qui vibre, pas de message en rafale, juste le calme. Je suis retourné à ce que je faisais. Cet après-midi-là, l'agence immobilière a confirmé la date de résiliation. Une case de plus de cocher. J'ai transféré la confirmation à mon courriel personnel et j'ai archivé le reste. Plus tard dans la nuit, j'ai vérifié mes courriels et j'ai vu plusieurs notifications d'appels manqués de numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Je les ai supprimés. Si elle avait quelque chose d'urgent à dire, elle pourrait le dire plus tard par l'intermédiaire d'avocats si nécessaire. Elle pensait que la relation libre signifiait la flexibilité. Ce que cela signifiait en réalité, c'est que je ne lui devais plus l'accès. Et à partir de ce moment, tout a commencé à s'effondrer pour elle sans que je dise un mot de plus. La bloquer a inversé la dynamique instantanément. En moins d'1 heure, ma boîte de réception de courriel a commencé à se remplir. Des messages longs, des messages courts. Des objets comme « S'il te plaît, réponds » et « Que se passe-t-il » Je ne les ai pas lus attentivement. J'ai survolé juste assez pour confirmer le schéma. D'abord la confusion, puis l'accusation, puis la panique. Elle a ensuite essayé de me joindre par l'intermédiaire de ses amis. L'une d'elles m'a envoyé un message sur LinkedIn, de tous les endroits possibles,
disant qu'Emily était inquiète et ne comprenait pas pourquoi j'avais disparu. Je l'ai ignoré. Un autre ami m'a envoyé un courriel pour me demander si j'allais bien parce qu'Emily disait que je perdais les pédales. Celui-là, je l'ai archivé sans répondre. Ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, c'est que ce n'était pas émotionnel. C'était procédural. J'ai passé cet après-midi à finaliser le déménagement. Déménageur confirmé. Nouvel appartement approuvé. Caution payée depuis mon compte uniquement. J'ai redirigé mon dépôt direct. J'ai séparé les abonnements. Chaque fil commun a été coupé net. Cette nuit-là, j'ai reçu une notification du magasin de la bague. Remboursement traité. Les euros sont arrivés sur mon compte le lendemain matin. Voir ce solde, c'était étrangement rassurant, comme si je fermais une boucle que j'avais laissée ouverte trop longtemps. Pendant ce temps, elle était toujours en voyage. Apparemment, l'ambiance du voyage entre filles a vite changé. Selon quelqu'un qui m'a contacté plus tard, elle a passé la majeure partie de la 3e journée collée à son téléphone, s'emportant contre ses amis, buvant trop et se plaignant que je gâchais tout en étant dramatique et insensible. Elle leur a dit que j'étais passif-agressif, que j'avais accepté la relation libre puis que je la punissais pour cela, que j'essayais de lui faire peur pour qu'elle se soumette. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je ressentais. Elle n'a remarqué un problème que lorsque le filet de sécurité a disparu. 2 jours plus tard, elle a réessayé par le biais de mon courriel professionnel. Cette fois, le message était plus calme. Mesuré. Elle a dit que nous devrions tout mettre en pause jusqu'à son retour et parler face à face. Que nous prenions des décisions irréversibles trop rapidement. C'était le but. Je n'ai pas répondu. Je vivais déjà dans la version de ma vie où son ultimatum avait été pris au sérieux, et elle le traitait encore comme une négociation. Au moment où son avion devait atterrir, il n'y avait plus rien pour elle à retrouver. Elle a atterri 3 jours plus tard. Je le sais parce que l'agence immobilière m'a envoyé un courriel confirmant l'heure de l'état des lieux de l'unité que j'avais prévu pour le même après-midi. Je l'avais planifié intentionnellement. Je ne voulais pas de chevauchement. Je ne voulais pas de scène de retrouvailles. Je voulais que la séparation reste nette. Elle l'a appris à ses dépens. Selon le gérant de l'immeuble, Émilie est arrivée à l'appartement, traînant sa valise, clairement épuisée et déjà irritée, pour se faire dire que j'avais résilié le bail et que des déménageurs avaient vidé la majeure partie de l'unité. Son nom était encore sur le bail, techniquement, mais le processus était déjà irréversible. C'est à ce moment-là que la panique est apparemment devenue réelle. Elle a essayé d'appeler depuis le téléphone du hall, bloqué. Elle a envoyé un autre courriel, plus long cette fois, avec moins d'attitude. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas que je ferais réellement quelque chose d'aussi extrême. Elle a dit que « relation libre » ne signifiait pas « sortie libre ». Elle a dit que nous devions parler avant que les choses n'aillent trop loin. Les choses avaient déjà dépassé ce point. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement ce soir-là. Plus petit, plus calme, à moi seul, pas de placard partagé, pas de tiroir commun, pas de commentaires passifs-agressifs sur la décoration. J'ai dormi sur un matelas par terre et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain, elle est passée à la vitesse supérieure. Elle s'est présentée à mon bureau. La sécurité m'a appelé au lieu de la laisser passer. Elle pleurait. A dit que c'était une urgence. A dit que je l'avais coupée de ma vie sans explication. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que mon silence était temporaire. J'ai dit à la sécurité que je ne la connaissais pas et leur ai demandé de s'en occuper. Apparemment, cela a fait plus mal que tout le reste. Elle a envoyé un dernier courriel cette nuit-là. Pas de reproches, pas d'insultes, juste du désespoir. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me perdre. Que l'ultimatum était censé être un point de départ pour une conversation. Qu'elle pensait que je me battrais pour nous. J'ai lu celui-là attentivement. Puis je l'ai archivé, parce que quand quelqu'un dit « change les règles ou c'est fini » et que vous répondez en le prenant au mot, il n'y a plus rien à discuter. Elle pensait qu'elle ouvrait la relation. Ce qu'elle a réellement ouvert, c'est la porte pour que je parte, et je l'ai franchie sans regarder en arrière. Après qu'elle se soit présentée à mon bureau, les courriels ont continué à arriver. Je le sais non pas parce que je les lisais, mais parce que j'avais mis en place un filtre. Tout ce qui provenait de son adresse allait directement dans un dossier que je n'ouvrais jamais. Pas d'aperçu,
pas de notification, pas d'objet de courriel apparaissant sur mon écran. Je ne jouais pas à l'inaccessible. J'avais fini de recevoir des contributions. Cette distinction était importante. D'après ce que j'ai entendu plus tard, le ton des courriels changeait quotidiennement. Au début, c'était des accusations colériques, des affirmations selon lesquelles je l'avais prise au dépourvu, que j'avais utilisé le silence comme une arme, que j'étais cruel d'avoir fait tout cela pendant son absence. Puis sont venues les rationalisations. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu une vraie relation libre, que c'était juste pour se sentir désirée, que j'aurais dû la connaître mieux que de la prendre au pied de la lettre. Après cela est venu le marchandage. Elle a offert des compromis dont elle s'était moquée des mois plus tôt. Thérapie de couple, limite, refermer la relation. Elle a même suggéré que nous recommencions à zéro et prétendions que le voyage n'avait jamais eu lieu. L'audace de cette proposition m'a presque impressionné. Je n'ai toujours pas lu un seul mot. Ce que j'ai remarqué, c'est à quel point ma vie est devenue calme lorsque sa voix en a disparu. Pas de tension dans mes épaules quand mon téléphone vibrait. Pas de remise en question de mon ton. Pas de répétition d'arguments dans ma tête avant de franchir la porte. Au travail, ma concentration s'est aiguisée. J'ai accepté un nouveau projet sans hésitation. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. J'ai cuisiné des repas sans commentaire sur les calories ou l'effort ou sur la façon dont un autre homme le ferait différemment. Les amis communs ont cessé de prendre contact une fois qu'il est devenu clair que je ne m'engageais pas. Le drame ne survit que lorsqu'il y a un public. Apparemment, c'est ce qui l'a le plus frustré. Elle voulait une réaction. N'importe quelle réaction, colère, blessure, nostalgie, même la haine aurait été quelque chose à quoi elle aurait pu répondre. Le silence ne lui a donné rien contre quoi pousser. L'ironie était qu'elle m'accusait d'éviter la responsabilité tout en refusant d'en assumer elle-même. L'ultimatum était son choix. Les conséquences étaient les miennes. Je ne l'ai pas ignoré sans explication, j'ai quitté la situation. Et en refusant de lire ses courriels, je me suis assuré que le passé restait exactement là où il devait être. La deuxième semaine, la situation a cessé d'être bruyante et a commencé à être désordonnée. Je sais que cela semble contradictoire, mais le silence a une façon d'amplifier le comportement des autres. Sans que je réponde, Émilie a commencé à combler le vide avec des explications destinées à quiconque voulait bien l'écouter. Amis, collègues, membres de la famille qui me connaissaient à peine. Tout le monde a eu une version légèrement différente. Dans une version, j'ai paniqué. Dans une autre, j'étais manipulateur. Dans une autre, j'étais émotionnellement indisponible et je l'avais poussé à demander une relation libre. Le fil conducteur était que rien n'était jamais de sa faute. Le contexte était optionnel. La responsabilité était absente. Les courriels continuaient de s'accumuler dans le dossier filtré. Je pouvais voir le compteur augmenter sans en ouvrir un seul. 10, 15, 20. Je n'ai jamais cliqué. Je n'ai jamais survolé. Je n'ai jamais laissé la curiosité l'emporter. Je connaissais déjà assez bien le schéma pour prédire le contenu. Ce que j'ai lu, ce sont les confirmations légales, la résiliation du bail finalisé, la disposition de la caution clarifiée, les services publics fermés, tout net, ennuyeux et irréversible. J'ai mis le reste de mes affaires en garde-meuble et j'ai donné ce que je ne voulais pas emporter. Chaque petite tâche rendait la séparation plus réelle et plus permanente. Un soir, un ami commun m'a appelé pour me demander si j'avais lu le dernier courriel d'Émilie. J'ai dit non et je le pensais. Il a hésité et a dit qu'elle disait qu'elle avait vidé son cœur et que mon silence était cruel. Je lui ai dit quelque chose que je n'avais pas encore dit à voix haute. J'ai dit, si quelqu'un vous donne un ultimatum qui démantèle la relation, il perd le droit à une réaction lorsque vous l'acceptez. Il n'a pas argumenté. Apparemment, Émilie ne supportait pas que je n'ai jamais reconnu ses explications. Dans son esprit, le silence signifiait que je ne comprenais pas. Ce qu'elle n'a jamais considéré, c'est que la compréhension n'équivalait pas à l'accord. Je n'avais pas besoin de courriel de clôture. J'avais déjà tourné la page au moment où elle a essayé de renégocier la monogamie comme un article sur une liste de colisage. Elle voulait un traitement émotionnel. J'ai choisi la finalité. Et à mesure que le bruit autour d'elle devenait plus frénétique, ma vie devenait plus calme d'une manière qui semblait intentionnelle. Ce contraste a été la véritable confirmation que j'avais fait le bon choix. La première fois que j'ai vraiment ressenti les retombées, ce n'était pas à travers elle.
C'était à travers d'autres personnes qui ajustaient leur comportement autour de moi. Les amis qui étaient restés neutres ont cessé de me demander si je lui reparlerais un jour. Les collègues qui connaissaient la situation ont arrêté de faire des blagues sur les drames relationnels. Même mes parents, qui l'avaient appréciée, ont discrètement cessé de parler d'elle. L'absence est devenue acceptée comme permanente. Émilie, en revanche, ne s'est pas adaptée aussi rapidement. Je le sais parce que le dossier de courriel filtré continuait de grossir. 30, 40, puis plus. Je n'en ai jamais ouvert un seul. Je ne les ai pas marqués comme lus. Je ne les ai pas transférés. Ils existaient dans un purgatoire numérique qui reflétait sa place dans ma vie. À un moment donné, elle a apparemment changé de tactique à nouveau. Au lieu de supplier, elle a commencé à se présenter comme celle qui s'était échappée. Elle a dit aux gens qu'elle avait demandé une relation libre parce qu'elle se sentait piégée. Que ma réaction prouvait qu'elle avait eu raison de remettre en question notre avenir. Que mon silence était de l'immaturité émotionnelle. L'histoire a presque fonctionné. Presque. Le problème quand on réécrit l'histoire, c'est que la chronologie existe toujours. Elle a demandé la liberté en faisant ses valises pour des vacances. J'ai répondu en me retirant complètement. Les gens peuvent débattre du ton et de l'intention autant qu'ils le veulent, mais la cause et les faits sont difficiles à contester. Un ami commun m'a finalement dit qu'elle était furieuse que je ne me sois jamais battu pour elle, qu'elle s'attendait à de la résistance, de la passion, quelque chose pour valider qu'elle comptait assez pour provoquer une réaction. Cette attente en disait plus que n'importe quel courriel n'aurait jamais pu le faire. Elle ne voulait pas de résolution. Elle voulait la confirmation qu'elle était irremplaçable, qu'elle pouvait repousser les limites de l'engagement sans conséquence. Au lieu de cela, elle a eu la preuve que les ultimatums fonctionnent dans les deux sens. À ce stade, je m'étais complètement installé dans mon nouvel appartement, mes nouvelles routines, mon nouveau compte bancaire, sans rien de partagé. J'ai recommencé à fréquenter des gens, lentement, avec un filtre très différent d'avant. Quiconque utilisait l'effet de levier comme outil de communication était immédiatement disqualifié. L'ironie, c'est que la relation libre qu'elle voulait si ardemment n'a jamais eu lieu. Elle a perdu la relation avant même de l'ouvrir, et elle n'a jamais eu de réponse expliquant pourquoi. Ce silence était la réponse. La dernière nouvelle que j'ai eue d'Émilie est venue des mois plus tard, et c'était indirect. Un ami a mentionné qu'elle avait de nouveau déménagé. Nouvel endroit, nouveau colocataire, nouveau récit. Apparemment, elle disait aux gens que la rupture l'avait forcée à grandir, qu'elle avait appris à ses dépens que l'indépendance signifie des conséquences. J'espère que cette partie était vraie pour son bien, pas pour le mien. Le dossier de courriel a finalement cessé de grossir. J'ai remarqué un jour que des semaines s'étaient écoulées sans qu'un nouveau message ne soit ajouté. Non pas parce que j'avais compté, mais parce que le nombre était resté le même. C'est comme ça que ça s'est terminé. Pas avec une conclusion, pas avec un discours final, juste avec l'absence de nouveaux bruits. Je n'ai jamais lu un seul courriel. Les gens me demandent parfois si je regrette de ne pas m'être expliqué. Si je pense que le silence était trop dur. Ma réponse est toujours la même. Les explications sont pour les malentendus. Ce n'était pas un malentendu. C'était une question de valeur. Elle voulait la liberté d'être célibataire sans le coût d'être célibataire. Elle voulait l'engagement comme plan de secours. Elle voulait renégocier la loyauté comme si c'était un abonnement qu'elle pouvait mettre en pause. Quand elle a dit « relation libre ou c'est fini », je l'ai prise au sérieux. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas négocié. Je n'ai pas essayé d'être le gars cool et compréhensif qui ravale son malaise pour garder la paix. J'ai accepté les termes et j'ai choisi l'option qui préservait mon respect de moi-même. Rompre le bail a coûté des euros. Rendre la bague n'a rien coûté comparé au fait de la garder. Déplacer mes économies sur mon propre compte n'était pas une vengeance. C'était un alignement. La vie tranquille que j'ai maintenant n'est pas accidentelle. Elle est construite sur une décision prise proprement et suivie sans hésitation. S'il y a un conseil dans cette histoire, il est simple. Les ultimatums ne sont pas des invitations à négocier. Ce sont des déclarations. Et quand quelqu'un déclare qu'il est prêt à risquer de vous perdre pour obtenir ce qu'il veut, croyez-le. Je l'ai fait dès la première fois, et ce fut la fin.